Bonjour à tous et bienvenue à cette université d'été de l'AFPCNT. J'ai le plaisir, en tant que présidente du conseil scientifique, de commencer cette journée et de vous faire un petit exposé plénier que mes deux collègues ici présents vont animer, vont débattre avec vous. Et cet exposé va porter sur des sujets qui nous touchent tous autour des risques de catastrophe, et plus particulièrement ce glissement d'une société des risques vers une société de la crise ou de la multicrise. Et qu'est-ce que ça induit dans nos pratiques de préventeurs de risques ou de gestionnaires de crise? Alors, pour rentrer plus en détail, revenons à un certain nombre de points historiques ou de références historiques. Un livre publié par Ulrich Beck en 1986, intitulé La société du risque, nous invitait dès l'époque à réfléchir à un certain nombre de glissements ou de transformations de la société. Ces transformations, selon lui, sans restreindre sa pensée aux quelques points qui ont été regroupés ici, pointer les choses suivantes. D'abord, cette société industrielle, cette société moderne, impliquait qu'il y avait une espèce de prise de conscience des conséquences du progrès d'une certaine manière. Ces conséquences de l'industrialisation, comme moyen aussi de progrès, faisaient qu'il y avait de plus en plus de méta-pensée de ces conséquences de l'industrie, notamment. Et ces conséquences, c'est au-delà des éléments positifs qu'elles peuvent apporter, eh bien, un certain nombre d'externalités. Ces externalités sont appelées ici risques et portent sur différentes formes d'externalités, attendues, moins attendues, qui peuvent être nommées de différentes manières: pollution, catastrophe industrielle, nucléaire, risque alimentaire, menaces. Et en fait, toutes ces externalités faisaient que, d'une certaine manière, la structure classique de la société, où il y avait une forme de délégation de pouvoir vers des décideurs et vers des scientifiques, était un peu en train de s'effondrer, hein, ou en tout cas être en train d'être remise en question pour une nouvelle prise pour la société civile qui viendrait justement reconstruire ces besoins de légitimité de l'action collective. Du coup, d'une certaine manière, finalement, cette conflictualité sur la place des savoirs et de ceux qui les produisent et le nouvel ordre social que ça établit permet d'une certaine manière de repenser les structures démocratiques et repenser l'action collective. Depuis cette institutionnalisation d'une certaine manière du terme risque et de la société du risque, qu'est-ce qui s'est passé dans notre monde? Eh bien, vous avez vu que dans quelques années, on voit se multiplier l'usage du terme crise, à tel point qu'il devient omniprésent avec différentes formes de crise que nous aurions vécues ces derniers temps. Alors, quelles sont ces crises? Bien évidemment, cette crise climatique nous prend tous, nous mobilise tous. Il y a eu aussi cette crise sanitaire, la crise Covid, qui nous a marqué ces dernières années, nous a marqué de notre chair. La crise énergétique, qui nous a poussé en tant qu'acteurs du territoire à prendre de nouvelles bifurcations, et puis plus largement cette crise économique que nos différents pays vivent. Alors, zoomons un peu plus sur ces différentes crises et regardons ce qui les caractérise. D'abord, quand on commence à parler de ces termes de crise, eh bien, on voit arriver une forme de rhétorique assez classique. D'abord, on voit que dans la mise en mots de ces crises, eh bien, en fait, souvent, la crise est imputée à un facteur ou une origine particulière. Vous voyez le terme crise climatique. On a besoin de la caractériser, cette crise, comme si le terme crise n'était pas assez englobant pour en parler. Ceci pose aussi la question de l'origine, de la cyclicité, le fait qu'elle revienne et qu'elle s'étale sur le temps. Et puis en parlant, elle met en exergue que le système dans lequel nous vivons est mis sous tension, d'où un impératif d'agir. On ne peut plus rester dans une situation de tension,
Donc les uns et les autres sont invités à mettre en place un certain nombre de dispositifs qui vont nous permettre de sortir de ces dites crises. Là aussi, je vous parlais de la surprésence du terme crise. Et si on regarde ce qui se construit notamment sur les recherches autour de la crise et des termes risques, eh bien si on regarde les requêtes faites juste à titre illustratif sur Google, et ça dans le cadre mondial, de 2004 à nos jours, eh bien qu'est-ce que l'on constate? Vous le voyez avec le pointeur, le terme crise en français et en anglais sont représentés respectivement en bleu et en jaune, et vous voyez qu'ils dominent la présence en termes de requêtes de recherche par rapport au terme risque en français et en anglais représentés respectivement en rouge et en vert. De même, si on fait le même screening des requêtes à l'échelle française, eh bien on constate la même chose, une surprésence de l'intérêt pour le terme crise, et ce, malgré aussi le passage de la crise Covid. Le terme crise va caractériser toutes les situations qui vont se présenter. C'est d'autant plus intéressant que, effectivement, on ne parlera pas de risques induits par un certain nombre de situations instables, dont économiques ou financières, mais on parlera en France, ou en tout cas la majeure partie des requêtes reportées sur ce moteur de recherche portent sur crise économique et crise financière de manière principale. De la même manière, si on regarde un peu plus finement de quoi il s'agit lorsqu'on regarde les crises et à l'échelle toujours des recherches en termes de requêtes sur la France, vous voyez que vous voyez à la gauche de votre écran différentes crises dont on parle le plus souvent dans la sphère publique, crise économique, climatique, énergétique et sanitaire. Et vous voyez que sans contexte, c'est l'intérêt pour la crise économique qui domine, et ce encore malgré les épisodes récents de la crise climatique. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Regardons maintenant de manière plus fine les configurations de ces crises et pourquoi elles attirent autant l'intérêt des tiers qui investiguent le sujet. Alors comment se construisent les discours? Si là on n'est pas en train de regarder uniquement comment se sont passées ces crises, mais qu'est-ce qui caractérise les discours autour de ces crises? D'abord, on sent que lorsque l'on regarde la crise sanitaire, il y a une surfocale sur la crise Covid, et notamment Covid-19, avec un certain nombre de discours qui vont être véhiculés, que l'on pourrait ramasser dans ces grands thèmes. D'abord, c'est une crise qui a une particularité, qui normalement une crise s'étale sur des temps courts, et la question de la normale ici est à rediscuter, et c'est des crises de temps long, c'est des crises qui s'étalent de manière chronique. Encore une fois, dans les discours, on retrouve souvent une imputabilité à une origine. L'aléa ferait la crise. Le virus serait à l'origine de la crise. Ceci montre qu'il y a un manque de recul d'une certaine manière sur qu'est-ce qui fait qu'il y a crise, quelles sont les conditions aussi structurelles qui donnent prise à cet aléa. Il y a aussi des discours qui expliquent cette longueur de crise par la mutation et la transformation de la menace, de cet aléa, comme un élément ou un facteur déterminant de la longueur de cette crise. Mais aussi le fait qu'à la fois elle est prédictible, mais en même temps imprédictible, parce que l'aléa est mal connu et les réactions des enjeux des personnes vulnérables encore moins, ou des systèmes vulnérables. C'est une crise qui a des conséquences qui vont toucher des systèmes de systèmes, dans quel cas elle est systémique, elle est à la fois autour de la santé, de l'économie et de l'environnement, et elle va traverser les barrières territoriales au sens des découpages administratifs que l'on connaît des pays ou des espaces. Ce qui est poussé aussi dans les éléments de discours, c'est qu'il y aurait des dispositifs de gestion et de prévention des risques et des crises qui, eux, seraient efficaces. Et malgré tout, on voit apparaître une forme de banalisation des situations en rendant
normal des situations complètement instables, notamment certaines dégradations des processus démocratiques dans la gestion de la crise. Qu'est-ce qui est caractéristique aussi des discours autour de la crise climatique? Et là, la grande masse des discours qui sont véhiculés dans la sphère publique. On retrouve aussi une crise climatique qui est liée pour beaucoup au réchauffement climatique, avec une crise de temps long, encore une fois. C'est une crise qui s'étale au lieu d'être ramassée. Elle est imputable à une origine et non plus expliquée de manière multifactorielle, à savoir liée aux pollutions liées à la modernité, de mauvais choix d'investissement vers une société qui aurait pu être soutenable mais qui ne l'est pas. Et c'est en même temps une crise qui est dite prédictible et presque avec des certitudes sur ce qui, depuis, peut se passer au vu des travaux des différents groupes d'experts nationaux et internationaux. Alors, quelles sont ces certitudes? Cette augmentation de la fréquence et de l'intensité des phénomènes, dits extrêmes, l'augmentation de la sévérité et de l'étendue des conséquences sur les biens et les personnes, mais aussi une mise en évidence que certaines typologies de risques qui étaient moins connues viendraient à apparaître. C'est encore une fois une crise systémique, avec des conséquences sur les systèmes de systèmes, santé économique, environnementale. Et là aussi, ça traverse les barrières administratives et ça touche les plus précaires, à savoir aussi les zones insulaires, qui effectivement se retrouvent à gérer les conséquences de choix qui seraient faits dans des territoires non insulaires. On retrouve dans les discours beaucoup de dénonciations de l'efficacité des dispositifs et des outils de prévention des risques et de gestion de crise lorsqu'il s'agit de ce sujet, avec presque des effets visant à rassurer les populations d'une certaine manière et de même un certain nombre d'acteurs du territoire, en fixant des objectifs qui sont, quand on les regarde de plus près, des objectifs qui sont plus politico-scientifiques, avec des exemples tels que zéro émission nette, zéro artificialisation du sol, dont il est d'une certaine manière difficile d'apprécier à la fois le sens et l'effectivité sur le terrain. Qu'est-ce qui caractérise la crise énergétique? Eh bien, là aussi, des éléments de discours assez intéressants. C'est toujours une crise qui s'établit sur le temps long, qui est aussi particulière que les deux premières crises dont je vous parlais, et qui commence à poindre comme étant un véritable problème à la sortie de l'accident de Fukushima, avec la poussée effectivement de ces stratégies de transition énergétique, mais aussi les problèmes de dépendance dont il semble y avoir une prise de conscience à la suite de la guerre Russie-Ukraine. C'est des crises qui, dans les discours, sont à la fois caractérisées comme prédictibles et avec à la fois des certitudes sur ce qui risque de se passer pour les pays, mais aussi des incertitudes sur les modalités de sortie de cette crise, notamment l'augmentation de la demande énergétique en électricité, puisqu'il y a une transition, et la dépendance à l'électrique, la mise à l'épreuve lors d'événements climatiques extrêmes, donc la mise à l'épreuve de nos territoires et de nos installations, les problèmes qu'induisent les paradoxes de la sobriété énergétique sur les territoires, et puis, d'une certaine manière, des programmatiques de transition énergétique sur les territoires qui souvent font, d'une certaine manière, fi des inerties locales. Il y a une mise en visibilité de la production d'énergie, là aussi dans les discours, avec des discussions autour des conflictualités sociales sur le fait de voir arriver de nouvelles installations, soit-elles liées, soit-elles de nature ENR, c'est-à-dire installations plutôt sobres en termes d'environnement, hein, si je devais le résumer d'une certaine manière. Et il y a aussi, autour de cette crise, des éléments systémiques qui dépassent la barrière environnementale. Il va y avoir des conséquences en termes de santé et d'économie.
Des problématiques aussi en termes systémiques, des problématiques liées à la difficulté à réguler des systèmes de systèmes, et puis des productions et des choix énergétiques qui finalement reposent la question de la souveraineté territoriale. Des contradictions aussi sont révélées dans les discours entre des politiques d'incitation à la transition énergétique et puis souvent des politiques environnementales qui semblent venir un peu en contradiction ou en conflit. Donc, vous voyez, analyse des discours qui sont portés, et non pas l'analyse des crises à ce stade-là. Et finalement, qu'est-ce que l'on peut constater? Eh bien, on constate que si on regarde juste ces trois crises, il y a différentes configurations des crises. D'abord, elles vont se distinguer sur leur forme en termes d'intensité. Certaines ont une intensité diffuse, certaines sont subaiguës ou aiguës, c'est-à-dire qu'elles apparaissent clairement, les conséquences sont visibles à l'œil nu, hein, et des cinétiques et des étalements sur le temps complètement différents. Des crises qui s'étalent sur des années, voire des dizaines d'années. Des crises qui, elles aussi, rappellent des configurations qui peuvent être des fois conjoncturelles, c'est-à-dire dues à un changement momentané d'une situation, un nouvel aléa, un nouveau virus qui arrive ou autre, ou plus structurelles, c'est-à-dire des problèmes plus fondamentaux dans la manière avec laquelle nos pays ou un secteur d'activité ou les territoires s'organisent et investissent dans leur système. Par exemple, il n'a pas fallu attendre l'arrivée du Covid pour se rendre compte que le système de santé était plutôt dans son mode de gestion actuel et au vu des évolutions de la population, assez vulnérable. Il y a aussi un sous-jacent qui est les formes de mise en visibilité et la mise en mots de ces crises. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces discours autour de la crise visent finalement à donner des prises, à mettre en visibilité des choses dont on ne veut pas parler, des choses dont tout le monde a conscience, mais n'arrive pas à mettre en mots, en tout cas en mots qui pourraient donner lieu à une action plus ciblée. En gros, le récit ici joue le moyen d'une motivation à l'action et une ouverture des yeux pour sortir de situations de déni. C'est aussi une manière, par le discours et par le fait de redonner des prises à l'observation des problèmes à tout un chacun, une possibilité de se rebâtir ce qui est la norme sociale en termes de prévention ou d'action. C'est en un sens une manière pour donner l'opportunité d'agir et regarder ensemble les risques de l'action et de la non-action. Pour schématiser ce qui se passe dans des situations de crise, qui montrent que la crise ne nous révèle pas quelque chose de nouveau, la crise nous pousse à voir ce que nous ne voulons pas voir collectivement, et derrière, ne pas vouloir voir, c'est surtout ne pas savoir comment juguler un certain nombre de situations, ou ne pas savoir comment les gérer. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand des situations sont là à un certain moment? Nous sommes au quotidien, nous, dans des champs de conscience et des champs d'action, qu'on va appeler des champs de prise. Nos champs de conscience sont assez larges, comme vous le voyez, on peut voir des problèmes arriver un peu partout, mais sans avoir la possibilité d'agir sur tout. On n'a pas un temps infini et des moyens infinis d'action. Ce qui fait que si on représente ça en termes de catégories de risques, que vous voyez juste en bas, hein, eh bien en fait, ces catégories de risques font que quand on a des retours d'expérience sur un certain nombre de risques et qu'on a perception de l'importance de ces risques, on appelle ça des catégories de risques prouvées, et c'est souvent des catégories de risques qui sont régulées ou gérées à l'échelle territoriale. Il y a d'autres catégories de risques qui sont un peu moins étayées en termes de retour d'expérience, mais tout aussi sujets à une conscience collective. C'est souvent des catégories de risques déniées. Alors, déniées, encore une fois, c'est un mécanisme qui peut être conscient et inconscient. Et pourquoi ils sont déniés? Parce que, encore une fois, on n'a pas un temps infini et pas forcément les solutions pour les gérer. Quand un événement se passe, alors qu'est-ce qui se passe concrètement? Eh bien, on a une ouverture de notre champ de conscience. Et l'ouverture de champ de conscience devrait pousser
à ouvrir le champ de prise, c'est-à-dire le champ de l'action, qui ferait que des catégories de risques classiques qui sont gérées et d'autres qui sont déniées devraient être révisées. C'est-à-dire il y a de nouvelles typologies de risques qui se sont matérialisées, qui maintenant ne peuvent plus être ignorées ni par les individus, les collectifs ou les pays. Et alors, qu'est-ce qui se passe plus largement quand on a différentes temporalités d'intensité et différentes intensités de crise? On va imaginer une crise qui s'étend dans le temps, que l'intensité de la crise peut passer du diffus, du subaigu à l'aigu. Eh bien, en fait, en fonction des événements, eh bien, on a des situations où on a des risques prouvés et des risques déniés. Et en fait, c'est comme si, au fur et à mesure du temps, par l'arrivée d'accidents, d'incidents, de controverses, ceci nous pousse à à augmenter le niveau de certitude et d'information sur des risques que l'on connaissait moins, et d'une certaine manière, renverser la balance entre les risques prouvés et les risques déniés vers plus de risques prouvés. Ce qui fait que la crise se gère comme un continuum quand elle est chronique. C'est tout un moment, toute une temporalité où ce qui se joue, c'est en fait ouvrir les champs de conscience vers les nouvelles formes d'information et de connaissances que l'on a pour pousser les individus et les collectifs à voir ce qu'ils ne voulaient pas voir et donc à agir sur les tréfonds de ce qui fait cette crise. Maintenant, qu'est-ce que ça incite notre communauté à avoir comme réflexion? Et pourquoi pas lors de ces universités d'été et plus largement sur le long terme. D'abord, il faudrait regarder ensemble ces nouvelles formes d'action et d'action collective et comprendre pourquoi il y a un certain nombre de situations d'inaction même quand on a conscience des problèmes. Alors, ça voudrait dire quoi en pratique? Il y a beaucoup de principes qui sont mobilisés dans la prévention des risques de catastrophe. Il faudrait aussi explorer les autres principes. Alors, commence à largement être exploré le principe de résilience et d'adaptation, mais quid des principes de responsabilité sociétale et de soutenabilité, durabilité de nos systèmes? Comment les réarticuler dans des politiques de prévention des risques de catastrophe, des gestions des risques de catastrophe plus pérennes, plus stables? Investiguer aussi les formes de responsabilité, hein, le lien entre la responsabilité centralisée et la responsabilité diffuse. Centralisée vers des acteurs classiques, tels que les pouvoirs publics ou les tiers, vers des responsabilités plus réparties sur la société civile. Qu'est-ce que ça veut dire que revoir les distributions des rôles entre le secteur public et les particuliers? Qu'est-ce que ça veut dire aussi que de rebattre les cartes des responsabilités et encore une fois pas des culpabilités, c'est-à-dire des rôles, des actions à avoir en commun entre des industriels, des pouvoirs publics, des sociétés, des associations. Comment repenser un cadre aussi de l'évaluation de l'effectivité des politiques de prévention et des politiques de gestion des catastrophes? Il serait bon aussi de repenser et de travailler ensemble sur des nouveaux concepts, des méthodes et des outils pour juguler et rendre compte et évaluer ces risques systémiques et ces crises. Qu'est-ce qui est de l'ordre du structurel, qu'est-ce qui est de l'ordre du diffus et du systémique? De même, il est nécessaire de s'appuyer sur des démarches participatives, délibératives et inclusives, il faut que ces principes ne soient pas que des principes éthiques. Il faut qu'ils puissent apporter quelque chose de nouveau dans la prévention des risques de catastrophe et la résilience des territoires. En un sens, nous ne pouvons plus, à ce stade, rester sur le principe. Il faut des approches qui peuvent permettre de montrer et de décliner des approches multi-acteurs, multi-critères, consistantes et multi-objectives. Il est aussi nécessaire, encore une fois, de travailler et ne pas rester sur les grands principes et l'éthique, sur qu'est-ce qui fait la validité des méthodes de prédiction ou d'évaluation des risques ou d'analyse des risques, en ce sens de leur validité, hein, leur consistance, hein,
Et de même, les questions de légitimité de ces méthodes et de ces outils. Qu'est-ce qui fait que, au-delà du fait qu'elles soient bien construites, qu'elles soient reprises par les acteurs du territoire et qu'elles soient reprises par les préventeurs des risques de catastrophe. Ceci reste un sacré programme. Vous voyez que nous ne sommes plus une ère de démocratie basée que sur la centralité et sur le participatif, mais ne restons pas sur l'incantatoire, passons à quelque chose de consistant.